Très bien, merci beaucoup. Bien, excusez-moi du petit retard. Effectivement, l'ordinateur a décidé de se mettre à jour au moment où je suis connecté. Donc, bon, merci bien d'être présent pour qu'on discute ensemble un petit peu de la prise en charge des fibroses pulmonaires au pluriel et des actualités que l'on peut voir actuellement en 2022. Donc, le plan qu'on va essayer de suivre est donc le suivant. Bon, petit rappel sur la classification des pneumopathies interstitielles et sur la fréquence finalement des fibroses pulmonaires, il y a quelques données récentes dans notre région d'ailleurs. Des éléments plus sur la fibrose pulmonaire idiopathique, sur les recommandations qui ont été mises à jour en 2022, des nouvelles sur les antifibrosants à disposition et sur quelques informations que l'on a sur l'impact d'une mutation génétique sur les traitements, et puis diverses informations sur la fibrose pulmonaire hépatique, puis sur les autres fibroses pulmonaires. Alors, grand groupe d'autres types de pathologies regroupées autour de ce terme de fibrose pulmonaire au pluriel, avec finalement le concept de fibrose pulmonaire progressive dont on va discuter un petit peu, la définition et les conséquences thérapeutiques, et enfin les médicaments en cours d'étude. Alors, comme ça, c'est pour vous montrer un peu comment les choses sont classées, que vous compreniez bien de quoi on parle. Les pneumopathies interstitielles diffuses, c'est un ensemble extrêmement vaste de différents types de pathologies qui peuvent être des pathologies liées à l'environnement, par exemple ce qu'on appelle les pneumopathies d'hypersensibilité, par rapport à l'exposition professionnelle. C'est parfois ce qu'on appelle les pneumoconioses, comme à l'amiante, par exemple, ou l'exposition à des médicaments. Ça peut être lié à des maladies qui touchent le poumon, mais aussi d'autres organes, comme par exemple la sarcoïdose, ou bien des maladies auto-immunes, comme par exemple la sclérodermie, la polyarthrite rhumatoïde, qui est un petit peu plus connue, par exemple. Et lorsqu'on n'a pas du tout de cause, on appelle ça pneumopathie interstitielle diffuse idiopathique, le terme idiopathique sous-entendant que oui, on peut déterminer des facteurs de risque, comme le tabagisme par exemple, mais ce n'est pas une cause. Donc on ne connaît pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi les gens vont développer ce genre de maladie. Et dans ces pneumopathies interstitielles diffuses idiopathiques, il y en a deux en particulier, la fibrose pulmonaire idiopathique et une qui a un terme un peu plus bizarre, PINS idiopathique, tout ça étant regroupé autour des pneumopathies interstitielles diffuses idiopathiques. Cette classification, pourquoi je vous la montre? Parce que vous voyez qu'il y a du gras pour certains mots et pas de gras pour d'autres. C'est simplement pour dire que ce qui est en gras, ce sont les pathologies interstitielles diffuses qui vont pouvoir faire de la fibrose. Toutes les pathologies interstitielles diffuses ne font pas de fibrose, et celles qui sont en gras, c'est celles qui vont potentiellement faire de la fibrose. Et ça, c'est important parce qu'on sait que la fibrose, bien sûr, ça a un impact beaucoup plus important sur la vie des gens. Et donc, c'est pour ça qu'on parle bien on distingue de la fibrose pulmonaire des autres pathologies interstitielles diffuses qui ne font pas de fibrose. Donc, un contexte, vous voyez, de nombreuses maladies, ce qui explique que souvent, on tergiverse un petit peu avant de dire de façon plus ferme, plus définitive, voilà le nom de la maladie, parce qu'il y a beaucoup de choses à écarter avant de retenir, par exemple, une fibrose pulmonaire idiopathique qui doit nécessiter d'éliminer tout le reste. Alors, les données de prévalence, de fréquence dont je voulais vous parler, c'était le travail de Thomas Villeneuve, que vous connaissez peut-être, qui travaille dans le service à l'hôpital Larrey, et on a fait un interrogatoire, en fait, pendant 6 mois, tous les pneumologues de la région qui ont voulu bien participer, en fait, le département d'ailleurs, dès qu'ils voyaient un patient avec une pathologie interstitielle diffuse, ils nous disaient juste, je vois un patient qui a une PID avec une fibrose, et voici le nom de la fibrose. Et ça nous a permis d'évaluer que finalement, en Haute-Garonne, hein, dans le 31, bon, on a eu sur 6 mois, on a eu 256 patients, on était à 120 ou 130 sur l'hôpital Larrey. Et donc, on a retrouvé qu'il y avait finalement eu 8,2 patients pour 100 000 habitants, pour 100 000 habitants de plus de 18 ans dans la Haute-Garonne qui développaient la fibrose pulmonaire et donc qui respectaient bien le terme de maladie rare. Si on prenait toutes les PID qui faisaient la fibrose, hein, on était à 23. 23 pour 100 000. Et donc, on avait d'autres pathologies comme celles qui étaient liées, par exemple, à une maladie systémique. Là, on a un détail un petit peu plus détaillé, où on a dans cette couleur un petit peu marron, on va dire, 56%, c'est les idiopathiques. Voilà, et les 25%, ce sont les secondaires, dont les connectivites. Donc, quelque chose qui est assez conforme finalement à ce qu'on retrouve dans le reste de la France, pour le peu de données dont on dispose, hein, c'est une des rares données que l'on ait de fréquence de maladies en France en tout cas.
Alors, la nouveauté 2022, c'est en premier lieu, puis vous devez savoir qu'il y a des recommandations qui sont faites pour que les pneumologues, d'une manière générale, qu'ils habitent à Toulouse, à Saint-Giron, à Saint-Gaudens, à Albi ou ailleurs, fassent la même chose, parce qu'il y a des recommandations pour le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique et pour le diagnostic de la fibrose pulmonaire idiopathique. Donc, là, on a décidé de s'axer essentiellement sur le diagnostic, pardon, sur les traitements. Et donc, c'est là-dessus que je vais revenir, que je vais insister, en allant très, très vite, hein, parce qu'il y a 70 pages, donc on va résumer. Il y a plus de 50 recommandations. Une des recommandations qui me semble essentielle, c'est qu'effectivement, on parle toujours et on insiste souvent en consultation sur la place de l'activité physique. Et c'est clairement une recommandation de proposer un programme de réentraînement à l'effort parce oui, on sait que c'est efficace. Et donc, ça, c'est une recommandation qui reste très, très forte. Parfois, on discute de l'instauration de l'oxygénothérapie, discussion souvent un peu difficile parce que c'est quand même un pas quand même dans la maladie, l'oxygénothérapie. Mais c'est vrai que l'oxygénothérapie, notamment à l'effort, lorsque l'on perd de l'oxygène à moins de 80%, c'est quand même utile et ça peut améliorer la qualité de vie. On a l'impression que c'est un handicap d'avoir l'oxygène, mais quand on en a besoin, ça peut améliorer la qualité de vie. Pour la fibrose pulmonaire hépatique, les traitements, les recommandations, ça n'a pas changé. C'est la même chose qu'en 2017. Il est toujours recommandé de traiter la fibrose pulmonaire hépatique dès que le diagnostic est établi. Alors, c'est une recommandation en tenant compte, hein, toujours la même chose, de l'évaluation individuelle, du bénéfice qu'on attend et des risques du traitement potentiel en fonction des patients. Et c'est cette balance entre ce qu'on attend et les risques potentiels qui explique que certains patients ne sont pas forcément traités. Et donc, les recommandations, normalement, c'est de traiter pour certains types de fibrose pulmonaire et en certaines valeurs de, 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 de fonctions respiratoires. Alors, faut-il traiter, ne faut-il pas traiter? Alors là, c'est une publication, puisqu'on fait un peu les actualités assez récentes, qui a pris dans différents pays européens, dont la France, et la proportion de patients qui sont traités par antifibrosant avec une fibrose pulmonaire idiopathique. Et on voit qu'en 2016, c'était 63%, et en 2019, c'est 72%. Donc, environ 30% des gens ne sont pas traités par antifibrosant. Alors, c'est sûr qu'il y a toujours la crainte des effets indésirables, qu'ils soient cutanés, par exemple, avec la pirfenidone, ou plus digestif avec le nintédanib. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre clairement en compte. Il y a eu un petit travail qu'on avait fait en essayant de comparer un petit peu ce que les gens attendaient, ce que les accompagnants attendaient, ce que les médecins attendaient des traitements et quelle était la priorité qui était donnée aux différentes problématiques. Et en fait, finalement, une grande majorité des patients, hein, dont je ne sais pas si certains d'entre vous avaient participé à ça, mais 79% finalement disaient qu'ils étaient quand même plutôt prêts à accepter des effets indésirables, enfin, dans une certaine limite évidemment, dès lors que ça pouvait permettre d'améliorer le pronostic hein, de la fibrose pulmonaire, et que finalement, de façon assez générale, 73% des gens se rendaient compte que les effets indésirables étaient peut-être plus faibles que ce qu'ils redoutaient à l'initiation. Et donc, on essaie de communiquer un peu là-dessus avec certains de nos confrères, parce que il y a des gens voilà, des pneumologues qui sont un peu moins convaincus peut-être de l'intérêt des traitements antifibrosants, mais je pense qu'il faut au minimum que les patients soient au courant qu'il y a des traitements, voilà, au minimum. Alors, bon, les données s'accumulent avec le temps sur l'intérêt des traitements antifibrosants, à la fois sur le fait que le traitement antifibrosant diminue le risque que ça se passe mal hein, avec la fibrose pulmonaire et qui est même de l'exacerbation, que l'on sait que plus on le met tôt, plus ça réduit aussi le risque d'être hospitalisé pour une fibrose pulmonaire, et que ça diminue les coûts de santé également, et que l'on sait également que y a des personnes qui ont des effets indésirables, on est obligé de baisser le traitement, et à chaque fois on se dit, mais en baissant la dose du traitement, est-ce que vraiment on est efficace, on n'est pas efficace? Oui, on a une étude très récente là, qui est publiée là, il y a quelques jours, qui nous montre que même à posologie réduite, l'antifibrosant continue à avoir un effet positif sur la maladie. Donc, des données complémentaires qui renforcent un petit peu ce que l'on sait depuis un certain nombre d'années sur la place des traitements antifibrosants. Alors, qu'en est-il en contexte de mutation génétique? Donc, il y a un programme de soins qui a été fait, puisque vous savez qu'il y a des fibroses pulmonaires qui sont familiales. C'est à peu près une vingtaine de pourcents des patients qui ont une fibrose pulmonaire, qui ont d'autres cas dans la famille.
Et parmi ces personnes, une certaine proportion vont avoir une mutation bien identifiée. Alors, on a des mutations qui sont très rares, mais par contre qui ont un effet très fort sur le fait que ça va favoriser, augmenter le risque de façon importante de développer une fibrose pulmonaire. Et on a des mutations qui sont beaucoup plus fréquentes dans la population générale, mais par contre qui vont avoir un effet moins fort sur le risque de développer une fibrose pulmonaire. Là, les mutations dont on parle et qui effectivement sont celles qui peuvent potentiellement impacter le traitement, ce sont les mutations qui ont un impact très fort sur le risque. Et on appelle ça en particulier le complexe des télomères. Alors, le complexe des télomères, les télomères, ce sont des petites formations qu'il y a au bout des chromosomes, les chromosomes étant ce qui se renouvelle lorsqu'il y a des multiplications des cellules, ce qui fait que ça agit contre le vieillissement. Et en fait, quand on a des mutations sur les télomères, ce qui se passe, c'est qu'il y a une sorte de vieillissement un petit peu accéléré qui touche les organes qui se renouvellent très vite, c'est-à-dire les poumons, la moelle osseuse, le foie, par exemple, et, mettons, les cheveux. Et donc, ça peut donner des gens qui font des fibroses, qui ont des problèmes de foie, qui ont des cheveux blancs très tôt dans la vie, et qui peuvent avoir des problèmes de sang. Bien sûr, on peut avoir certains éléments et pas d'autres. Et donc, dans certaines circonstances, on cherche ces mutations. Et on s'est toujours posé la question, est-ce qu'il y a un impact ou pas sur la réponse au traitement? Alors, ça, c'est donc la série française des patients traités par antifibrosants et qui avaient une mutation génétique. Et en fait, la proportion d'arrêt de traitement pour effet indésirable est similaire, que ce soit avec la pirfenidone ou l'inténanib, est similaire à la population de personnes qui n'a pas, qui n'a pas de mutation. Donc, quelque chose, un profil plutôt rassurant. Plutôt rassurant. Et donc, oui, bien sûr, on utilise les antifibrosants, même quand il y a une mutation génétique. Et bien qu'on dise que les antifibrosants peuvent donner des problèmes hépatiques, mais finalement, il n'y en a pas plus quand il y a la mutation génétique. Concernant la fibrose pulmonaire et la transplantation en contexte de mutation, c'est un peu plus compliqué. C'est comme les mutations peuvent donner des problèmes au niveau du foie et de la moelle, on s'est dit, bon, mais une fois qu'on va transplanter les gens, qu'on va leur mettre des médicaments qui sont toxiques sur le foie et qui sont toxiques sur la moelle, ça va mal se passer. En fait, finalement, on se rend compte que par rapport aux personnes qui sont transplantées sans mutation, la transplantation pour les patients qui ont une mutation peut quand même exposer à plus de complications, mais finalement, l'espérance de vie est similaire. Sauf lorsqu'il y a une mutation qui entraîne un problème hématologique. Lorsque les gens ont des plaquettes qui sont trop basses, qui ont des globules qui sont trop bas à cause de la mutation, là, la transplantation peut être plus difficile et ça peut être plus délicat d'en discuter. Alors, ça, c'était essentiellement sur les traitements antifibrosants, sur l'impact potentiel d'une mutation génétique sur la prise en charge. Et après, il y a des choses qui sont maintenant bien connues, et c'est vrai que souvent en consultation, on en parle, c'est le poids. Alors, le poids, on le sait depuis longtemps, et c'est vrai pour énormément de maladies en médecine, on le surveille parce que c'est souvent lié quand même au risque de la maladie. Et donc ça avait déjà été démontré, donc c'est un peu vieux, on a dit actualité, mais ça date de 2020, et on voit que finalement, lorsque le BMI, alors le BMI, c'est le rapport entre le poids sur la surface. Donc, c'est des kilos sur des mètres carrés. Plus c'est haut, plus on est enveloppé pour une petite taille, et plus c'est bas, plus on est maigre pour une grande taille. Et donc, si vous voulez, lorsqu'on perd beaucoup de poids, on risque d'avoir un BMI qui baisse, voilà, qui baisse. Et on se rend compte qu'effectivement, chez les patients qui ont un BMI qui est bas, on a une dégradation de la capacité pulmonaire qui est plus rapide que chez les patients qui ont un BMI plus élevé. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être en très grand surpoids, mais en tout cas qu'une perte de poids doit nous alerter. Et donc, c'est pour ça qu'on insiste souvent sur le fait d'avoir une bonne alimentation et parfois de prendre des compléments alimentaires. Par rapport à ça, ben, on a des informations complémentaires qui vont tout dans le même sens. Publication de 2022, où effectivement, quand on se rend compte, même en regardant un scanner, que les muscles sur le scanner ne sont pas très bons, qu'il y a une perte musculaire, ben, on voit que ce n'est pas bon pour le pronostic de la fibrose. Et de la même façon, des patients qui perdent du poids sous un traitement antifibrosant, ici c'était la pirfenidone, mais on n'aime pas trop. Et donc ce sont des choses qu'on va continuer à regarder et à s'atteler, même si on n'a pas de solution exceptionnelle à part les compléments alimentaires, etc. Donc ça, c'était sur le poids. La réhabilitation, j'en dis un mot de plus. Il y a énormément de données qui vont dans le sens de l'intérêt du réentraînement à l'effort, qu'il soit en structure ou qu'il soit en externe, qu'il soit avec oxygène ou sans oxygène. Et là, ce dernier papier disait que finalement, ce qui était pas mal, c'est que si on devait débuter antifibrosant, c'était de faire en même temps, antifibrosant c'est comme ça, en même temps la réhabilitation respiratoire, parce que l'élément couplé
permettait éventuellement de réduire le risque de perte de test de marche sous antifibrosant seul. Peut-être cette perte de test de marche sous antifibrosant seul est liée à une diminution d'activité par crainte des effets indésirables. On va moins souvent marcher parce qu'on a peur d'avoir de la diarrhée, par exemple. Pendant l'été, on va moins s'exposer au soleil, donc on va moins faire d'activité physique. C'est possible, et donc de combiner le rentraînement à l'effort et l'antifibrosant est important. Donc, bon, j'ai montré cette étude-là, il y en a d'autres, hein, bien sûr, sur l'intérêt du rentraînement à l'effort, mais je pense que chacun en est convaincu. Un élément qui est hyper important, ça aussi, c'est un petit peu ancien, c'est de 2020, mais tout ça est compatible. C'était une cohorte française qu'on avait commencé en 2011 hein, ou 2012, et il a été regardé, en fait, quel était l'impact de la pollution pour les patients qui avaient une fibrose pulmonaire idiopathique en France. Et donc, il y a beaucoup d'informations là-dedans, dans ce papier, mais en particulier, on voit que la pollution, en particulier en O3, va augmenter le risque de faire une exacerbation, c'est-à-dire une accélération potentielle de la maladie. Donc ça, c'est assez important parce qu'on vient de parler de réhabilitation, du fait de sortir, du fait de marcher dehors. Et ce qu'on essaie de penser à dire, mais parfois qu'on oublie, donc j'en profite, c'est que oui, c'est important d'aller marcher, il faut sortir, mais quand il y a des pics de pollution, on reste chez soi. Voilà, quand il y a des pics de pollution, ce n'est pas le moment d'aller faire des grandes ventilations dehors et d'augmenter finalement le risque d'avoir des exacerbations. Et là aussi, 2022 et 2022, beaucoup d'éléments qui continuent à avancer sur pollution et maladies respiratoires en général, mais fibrose pulmonaire en particulier, comme quoi la pollution, de façon peut-être pas isolée, mais associée à une susceptibilité génétique potentiellement, pourrait augmenter le risque de même développer la fibrose pulmonaire idiopathique. Et encore d'autres informations qui nous disent que oui, ça pourrait non seulement favoriser le développement, l'apparition de la fibrose, mais également son aggravation potentielle. Donc ça, la pollution est une vraie problématique. Une vraie problématique. Alors, dans les nouveautés, puisqu'on parle des exacerbations, l'exacerbation, c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop, c'est une aggravation brutale de la fibrose pulmonaire par une sorte d'emballement inflammatoire qu'il y a dans les poumons. Et pendant de très nombreuses années, le traitement consistait à mettre des immunosuppresseurs en plus de la cortisone. Et là, c'est pour montrer bon, l'importance des études cliniques, dont on va reparler après. Mais du coup, en France, on s'est dit, bon, ben, enfin, c'est surtout un bonhomme hein, qui est super, c'est Jean-Marc Nakache, qui travaille à Paris, qui a pris le problème à bras-le-corps et qui a dit, OK, on fait l'endoxan, on fait de cyclophosphamide des immunosuppresseurs pour les patients qui font des exacerbations. Mais est-ce qu'on fait bien de faire ça parce qu'en fait, personne n'a démontré que c'était utile. Et en fait, on a inclus des patients en France et on s'est rendu compte que le traitement par endoxan, cyclophosphamide, immunosuppresseur, ne faisait pas mieux que de rien donner du tout, voire même faisait plus mal que de rien donner du tout. C'est toujours un peu difficile en médecine d'accepter de ne pas donner quelque chose parce qu'on peut être plus délétère que utile. Et donc là, on a une étude qui nous montre qu'il ne faut pas le faire, mais attention, uniquement pour les fibroses pulmonaires idiopathiques. Ça, c'est un médicament qu'on continue à utiliser pour les fibroses d'autres origines. Mais pour les fibroses pulmonaires idiopathiques, ce traitement n'est plus utilisé. Alors pourquoi je vous en parle? Parce qu'aujourd'hui, du coup, on fait un traitement par corticoïde à très forte dose, très forte dose, 500 mg ou 1 g par jour pendant 3 jours. Et là aussi, en fait, on fait ça depuis des dizaines et des dizaines d'années, mais on ne sait pas si on est utile ou délétère par rapport à mettre des doses beaucoup plus faibles de cortisone. Et donc, il va y avoir un protocole qui va débuter, pareil, national, également piloté par Jean-Marc Nakache, où bien sûr à Toulouse on participera, où en cas d'exacerbation, eh bien, il y aura un tirage au sort entre des doses faibles et des doses fortes de corticoïdes pour savoir qu'est-ce qui est le plus utile. Traiter fort n'est pas forcément toujours bénéfique, même quand la situation est à risque. Parfois, on peut faire plus de mal que de bien, et c'est très important de mener à bien des études pour apprendre exactement ce qu'il faut faire. Alors, dans les actualités, sur la fibrose pulmonaire idiopathique, un peu plus large d'ailleurs là, on a également des actualisations qui ont été faites en France sur les indications et les contre-indications de la transplantation pulmonaire. Sujet très délicat, très délicat parce qu'effectivement,
Et on peut avoir des contre-indications à la transplantation pulmonaire, et ce qui peut être extrêmement difficile à entendre et accepter pour des patients qui ont une maladie qui s'aggrave et qui progresse. Et donc, je ne rentre pas trop dans le détail, mais globalement, rien n'a beaucoup changé sur le sujet. Il y a des grandes contre-indications selon les maladies qui sont associées, etc. Et d'une manière générale, il est toujours insisté sur le fait qu'il faut se préparer à l'hypothèse d'une transplantation lorsque l'âge le permet, et que dans ce cas-là, lorsque quelqu'un a un diagnostic de fibrose pulmonaire, très rapidement, on doit discuter de se préparer à une transplantation, même si celle-ci ne va pas arriver, même si elle va arriver que beaucoup plus tard, qu'au moins il y ait eu une discussion qui soit engagée. Et donc, il y a des critères qui disent, ben voilà, les docteurs, si vous voyez quelqu'un qui a une fibrose pulmonaire qui répond à un de ces critères, eh bien, il faut qu'il aille dans un centre de transplantation. Alors à Toulouse, à l'hôpital d'Arrée, il y a un centre de transplantation, effectivement, il y en a à Bordeaux, à Montpellier, bon. Pardon, pas Montpellier, à Bordeaux, à Marseille, etc. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui concerne une minorité de patients, par contre, puisque bien sûr, il y a une limite d'âge vis-à-vis de la transplantation pulmonaire. Tout ça, c'était pour la fibrose pulmonaire idiopathique. Et puis maintenant, on va passer aux fibroses pulmonaires progressives. Je vais en parler brièvement, et après sur les nouveautés médicamenteuses. Je ne vous ai pas dit au début, mais si vous voulez me couper pour me poser une question, moi, c'est avec plaisir, hein. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Si vous avez une question, il n'y a pas de problème. Allez peut-être au bout de votre Ouais, présentation et puis d'accord. Allez, on les questions. OK, très bien. Alors là, on a parlé donc de la fibrose pulmonaire idiopathique. Mais il n'y a pas que la fibrose pulmonaire idiopathique, et d'ailleurs votre association en a pris la mesure effectivement en élargissant aux autres fibroses pulmonaires. Elle en a pris la mesure essentiellement parce que finalement, il y a maintenant des similitudes de prise en charge, parce que les traitements antifibrosants dont on a parlé, ils ne sont plus réservés maintenant uniquement à la fibrose pulmonaire idiopathique, mais ou également à d'autres types de fibroses. Alors, comme vous avez compris, toutes les pathologies interstitielles ne font pas de la fibrose, et toutes les fibroses pulmonaires ne vont pas s'aggraver. Ici, c'est un schéma où si l'on prend par exemple en bleu, c'est la fibrose pulmonaire idiopathique. Et on voit qu'une très grande majorité, c'est le bleu très foncé de fibrose pulmonaire idiopathique, vont faire de la vraie fibrose. Voilà. Et on a, alors c'est marqué en tout petit, une très grande proportion, 95% des gens qui ont une fibrose pulmonaire idiopathique, qui risquent de s'aggraver à un moment de leur vie. Ça peut être au bout de 2 mois, 6 mois, 2 ans, 5 ans, mais ça peut s'aggraver. À l'inverse, on a d'autres types de maladies, comme si par exemple on prend les pneumopathies d'hypersensibilité qui sont ici, où on a une certaine proportion de pneumopathies d'hypersensibilité qui vont faire de la fibrose, et parmi elles, il y en a environ 53% qui vont faire vraiment une fibrose qui va potentiellement s'aggraver derrière. Voilà. Et donc, si vous voulez, toutes les fibroses ne vont pas s'aggraver, mais il y a des fibroses qui vont s'aggraver, c'est ce qu'on appelle la fibrose pulmonaire progressive. Pour dire qu'elle est progressive, il faut qu'il y ait donc finalement 2 critères. Il faut que, le traitement de la cause soit instauré. Dans la fibrose pulmonopathique, c'est hors propos, puisqu'il n'y a pas de traitement de cause, puisqu'il n'y a pas de cause. Mais si c'est un patient qui développe une fibrose sur un environnement, par exemple, des oiseaux, un domicile qui n'est pas sain, par exemple, eh bien évidemment, il faudra d'abord que l'environnement soit corrigé, mettre en place des traitements, par exemple, par corticoïdes, et si malgré ça, la maladie s'aggrave, alors ça peut être progressif, une fibrose pulmonaire progressive. Et on va évaluer le caractère de progression sur 3 grands aspects. Ce que nous disent les gens, je suis plus essoufflé, je tousse plus, sur ce que nous disent le scanner, il y a plus de fibrose ou pas, et ce que nous disent les examens du souffle, le volume pulmonaire diminue ou pas. Et donc, c'est ça le concept de fibrose pulmonaire progressive. J'explique un petit peu parce que c'est important à comprendre pourquoi toutes les personnes qui ont une pathologie interstitielle n'ont pas d'antifibrosant, leur médecin ne leur propose pas, et pourquoi toute personne qui a une fibrose pulmonaire ne va pas forcément avoir un antifibrosant. S'il y a une fibrose pulmonaire idiopathique, il y a une très grande probabilité qu'il y ait un antifibrosant. S'il y a une fibrose pulmonaire d'une autre origine, l'antifibrosant pourra se discuter si c'est dans une forme progressive. Alors, bon, là, je vais passer. Oui, ces nouvelles classifications, c'est pour vous dire qu'au niveau international, c'est pareil. Les gens essaient de s'organiser pour que tout le monde parle de la même chose, où en fait, plus il y a du bleu,
plus la maladie en question peut évoluer vers une fibrose pulmonaire progressive. Là, par exemple, on a la pneumopathie d'hypersensibilité, dont j'ai parlé, l'environnement, et on voit que 50%, parce que c'est 50% du carré, 50% vont pouvoir peut-être faire une fibrose qui va s'aggraver dans le temps. Si on prend par exemple la polyarthrite rhumatoïde, on est plus dans les 40%. Voilà. Si on prend une maladie de Gougerot, par exemple, on est plus sur du 10% qui va s'aggraver. Si on prend sur des médicaments, parce qu'il y a des médicaments qui donnent des fibroses, là c'est beaucoup plus rare, hein, c'est 15% en gros, des fibroses qui vont peut-être s'aggraver dans le temps. Bon, je passe vite sur ce schéma qui est en plus en anglais. Celui-ci aussi, vous me direz, mais c'est juste pour reprendre ce que l'on a dit, c'est-à-dire que dans le grand groupe des fibroses pulmonaires en général, on commence par traiter la cause, généralement corticoïdes et immunosuppresseurs, et si seulement ça ne marche pas et que ça progresse, alors on discute des traitements antifibrosants. Tout ça, c'est en 2022, parce que ça bouge avec le temps. Qu'est-ce que ça sera dans 2 ans, je ne sais pas. Donc ça, c'est le concept. Et donc le traitement, si on dit que quand on a mis en place le traitement de la cause de la fibrose pulmonaire et que malgré ça, ça progresse, qu'est-ce qu'on peut faire? Intuitivement, on peut se dire, les antifibrosants, ça marche dans la fibrose pulmonaire idiopathique, pourquoi ça ne marcherait pas dans d'autres fibroses? Et donc effectivement, c'est ce qui a été démontré. Donc il y a eu une étude qui a été publiée déjà en 2019 qui s'est intéressée au nintédanib, donc l'Ofev. L'Ofev. Et l'Ofev a été essayé chez des patients qui avaient une fibrose pulmonaire de différentes origines et qui avaient une aggravation démontrée essentiellement par une évolution défavorable de la capacité du souffle. Et ce qui a été montré, là on a, si vous voulez, le temps qui s'écoule en semaines, on arrive à 52 semaines. Ici, on a la modification du volume pulmonaire en millilitres, donc plus ça descend, plus on perd en volume pulmonaire. Les courbes du bas, ce sont les gens qui ont eu la molécule qui n'était pas active, ce qu'on appelle un placebo. Voilà. Donc ni eux, ni les docteurs qui donnaient d'ailleurs ne le savaient, puisque c'est pour qu'une étude soit vraiment fiable, c'est ce qu'il faut. Et au-dessus, c'est les patients qui avaient le nintédanib. Et on voit que la fonction respiratoire diminue moins vite, elle diminue un peu quand même, mais elle diminue moins vite avec le médicament qu'avec le placebo. Et en fait, on a le même aspect que ce qu'on a dans la fibrose pulmonaire idiopathique. Et quand on regarde les différents types de fibroses qui ont été concernés par cette étude, que ce soit de l'environnement, les pneumopathies hypersensibilité, que ce soit des maladies systémiques d'auto-immunité ou d'autres types de fibroses, finalement, ça marche de la même façon, quel que soit le type de fibrose, dès lors que celle-ci progresse, s'aggrave dans le temps. Et donc les recommandations qu'elles soient françaises ou qu'elles soient internationales, et ça c'est nouveau, c'est donc 2022, nous disent que chez quelqu'un qui a une fibrose pulmonaire, quelle qu'elle soit, si elle progresse malgré la prise en charge du traitement adapté à la cause, alors le traitement par nintédanib peut être proposé aux patients, avec toujours la mise en balance des effets indésirables. Il y a toujours cette problématique d'effets indésirables que vraiment il ne faut pas négliger, qui est réelle, mais proposer le traitement antifibrosant, généralement, après on va discuter en réunion multidisciplinaire, où donc on est entre docteurs pour discuter entre nous et d'essayer de savoir qu'est-ce qui semble être le mieux pour les personnes atteintes de maladie. Et donc, même recommandation au niveau international. Ça, c'est un tableau compliqué, mais pour vous dire qu'en France, aujourd'hui, l'AMM, c'est-à-dire l'autorisation d'utilisation des médicaments, ceux pour lesquels c'est remboursé par la sécurité sociale, et bien, les traitements antifibrosants, en jaune, c'est la pirfenidone, sont remboursés pour la fibrose pulmonaire idiopathique, que ce soit la pirfenidone ou le nintédanib. Petite aparté, parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de patients avec des sclérodermies dans l'association, mais la sclérodermie également, il y a une indication. Et après, pour les fibroses pulmonaires progressives, quelle que soit la cause, ce n'est que par contre le nintédanib qui a l'autorisation d'être utilisé aujourd'hui. Alors, dans quelques minutes qui restent avant qu'on puisse échanger, les médicaments en cours d'étude. Alors, les médicaments en cours d'étude, très brièvement, ces médicaments, ils ont pour objectif d'essayer de rééquilibrer la problématique essentielle qu'il y a dans la fibrose pulmonaire, quelle qu'elle soit, qui est ce problème de réparation anormale du poumon. Brièvement, la fibrose pulmonaire, ça vient globalement des microagressions qui sont
répétés par des facteurs intrinsèques, ça peut être du reflux d'acidité par exemple, des facteurs extrinsèques, on a parlé de la pollution, des particules fines, ce genre de choses. Tout ceci, ces microagressions vont venir sur un poumon qui est susceptible, et c'est vrai que la fibrose pulmonaire concerne très 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 peu les très jeunes. Voilà. Plus on avance en âge, plus il y a un risque d'avoir la fibrose pulmonaire parce que le poumon est plus susceptible. Donc l'âge est un facteur de risque et il peut y avoir des facteurs génétiques. Et donc ces éléments combinés, le tissu du poumon va être endommagé de façon récurrente et normalement il se répare, mais là il va se réparer de façon altérée avec l'activation de cellules qui sont souvent utiles, mais là qui vont être délétères parce que trop activées et qui vont donc du coup réparer de façon anarchique le poumon pour en faire cette fibrose. Très brièvement, le corps humain est toujours fait de façon absolument géniale. Et donc, il y a les petites voies aériennes, hein, et puis après, il y a le poumon à proprement parler. Et on a des petites cellules là, des cellules qu'on appelle des cellules souches, qui ont, quand il y a une agression, la capacité de se transformer en cellules qui vont recouvrir les voies aériennes ou le poumon. Et ces cellules elles-mêmes vont pouvoir se retransformer. Et bien sûr, ceci ne se fait pas de façon anarchique, parce que sinon, ce n'est pas compatible avec la vie, ou alors ça peut faire des cancers ou ce genre de choses. Et donc, c'est régulé par un nombre incalculable de mécanismes que donc les chercheurs essaient de disséquer pour savoir quelles sont les anomalies qui font que cette réparation ne se fait pas de façon correcte. Et en essayant d'identifier les mécanismes qui font que la réparation n'est pas correcte, essayer de trouver des cibles pour des nouveaux traitements. Alors, les nouveaux traitements, si vous voulez, il y en a beaucoup. Là, dans une revue de la littérature très récente là, de juillet, il reprenait tout plein de médicaments qui sont en cours d'études dans le monde. Et donc, vous voyez qu'il y en a un certain nombre pour la fibrose pulmonaire idiopathique, mais parmi eux, il y en a aussi qui sont aussi pour les autres types de fibrose. Alors, évidemment, je ne vais pas partir dans le détail de tout ça, mais vous parler de ce qui est le plus intéressant et des études qui sont engagés dans les suites des résultats prometteurs de premiers travaux. Alors, là, je passe vite là-dessus. C'est une étude qui est négative. Alors, j'en parle parce que peut-être certains d'entre vous ont participé avec nous à l'arrêt à cette étude, qui était l'étude PINTA, voilà, où on avait mis des patients dans ce protocole. Et en fait, au bout de 26 semaines, l'évaluation a montré que ce traitement n'était pas efficace et qu'en plus, il y avait quand même quelques effets indésirables. C'est le problème des essais cliniques. Hein. Le but, c'est de démontrer est-ce que le traitement va être efficace et est-ce qu'il va être toléré. Bon, là, l'étude PINTA n'a pas été un succès parce que ce n'était pas très bien toléré et ce n'était pas efficace. Donc, voilà, c'était juste pour que ceux qui potentiellement y avaient participé soient au courant des études. Alors, très intéressant celui-ci. Il y a une étude donc, qui est parue dans le New England. New England, c'est un très, très bon journal médical sur l'intérêt d'un traitement qu'on appelle inhibiteur d'une enzyme qu'on appelle la phosphodiesterase 4B, peu importe, et que ce travail a montré que l'utilisation de ce traitement, qui est un traitement qui est oral, était efficace, avec toujours ces mêmes schémas où on a ici le changement de la capacité respiratoire. On voit que les gens qui ont pris le placebo ont une diminution de la capacité respiratoire en millilitres, qui est assez significative au bout de 12 semaines, hein, on est à 12 semaines, par rapport à ceux qui ont pris le médicament, qui ne se dégradent pas du tout de la même façon, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas un autre antifibrosant associé. Alors c'est représenté sous différentes formes, mais peu importe, retenez que ce traitement est efficace sur le fait que ça réduit le risque que la maladie s'aggrave avec des effets indésirables. Les effets indésirables, hein, on est sur des vrais médicaments, mais des effets indésirables qui sont jugés comme parfaitement acceptables et aucun signal de gravité. Et donc, ça, c'est un protocole qui prend un peu de temps à ouvrir, mais on va avoir ce protocole qui va ouvrir à Toulouse très prochainement, de faire la mise en place là au mois de novembre, mais ça a été retardé à janvier. Donc, on va avoir ce protocole-là. Donc, une première étude intéressante, et ça, c'est le laboratoire Boehringer qui s'en occupe. Deuxième étude intéressante, c'est un autre traitement qu'on appelle la pentraxine, qui, elle, est par contre en perfusion intraveineuse. Au début, un peu rapprochée, puis après, beaucoup plus éloignée, mais perfusion intraveineuse, où là aussi, je ne rentre pas dans le détail pour qu'on ait le temps de discuter après, où on a une efficacité qui a été montrée à l'issue du protocole, c'était au bout de 28 semaines, et ce traitement semble être également efficace lorsqu'on regarde au long cours,
chez les patients qui ont continué avec ce traitement après le protocole. Et donc là aussi, il y a une phase 3. Une phase 3, ça veut dire qu'on augmente énormément le nombre de patients à inclure pour montrer avec plus de certitude, plus de robustesse, que l'on est efficace et qu'il n'y a pas trop d'effets indésirables. Et donc la phase 3 est en cours. Par contre, nous, à Toulouse, on n'a pas le protocole avec la pentraxine. Un autre protocole qui va débuter, c'est avec un traitement qui est inhalé cette fois-ci. Inhalé, qu'on appelle un traitement qu'on appelle le tréprostinil, qu'on utilise également pour traiter le problème des vaisseaux des poumons. Et il se trouve qu'il a été testé chez les patients qui avaient un problème de vaisseaux des poumons et une fibrose. Et de façon un peu curieuse, ils se sont dit, bon, OK, on va regarder les résultats sur les vaisseaux des poumons, mais par curiosité, on va regarder les résultats aussi sur la capacité respiratoire de la fibrose. Et en fait, il se trouve qu'ils ont observé qu'il y avait une efficacité sur l'évolution de la fibrose pulmonaire avec ce traitement qui, à la base, était là surtout pour corriger le problème des vaisseaux des poumons. Et donc, ça motive une étude de grande ampleur avec pour objectif vraiment la fibrose pulmonaire. Et donc, c'est ce qu'on appelle une phase 3. Et on va participer à Toulouse également. Et ce sera un traitement inhalé. Bien sûr, tout ça en plus du traitement habituel antifibrosant. Voilà. Une autre étude encore avec un autre médicament qu'on appelle le pamrevlumab. Donc, vous voyez quand même, là, je vous en parle de ça, vous n'allez pas pouvoir retenir les noms, hein, mais c'est pour montrer qu'on a quand même quelques études positives quand même. Hein. Il y a des éléments qui sont intéressants à retenir, où là aussi, on observe que par rapport aux patients qui ont eu le traitement, le placebo, donc une molécule inactive, le médicament réduit le risque de diminution de la capacité pulmonaire. C'est un traitement qui est intraveineux. Il y a une phase 3 qui est en cours en France dans différents centres, mais nous, on ne participe pas à celui-ci. Et enfin, une étude dont on n'a pas encore les résultats, j'en parle brièvement parce que certains d'entre vous ont pu y participer, une étude qui est là, une étude de phase 2, qui évalue aussi bien la fibrose pulmonaire idiopathique que dans les fibroses pulmonaires progressives. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais certaines des études que l'on a à Toulouse en phase 3 seront aussi bien pour la fibrose pulmonaire idiopathique que pour les fibroses pulmonaires progressives. Et donc, un certain nombre de ces molécules, de ces études seront ouvertes à finalement un nombre de patients relativement large, même si on va rediscuter. Et donc ça, l'étude qu'on appelle donc avec l'inhibiteur LPA, c'est une étude qui est en cours, l'étude BMS, à Toulouse. On ne peut plus inclure maintenant, les inclusions sont fermées. Certains patients ont fini le protocole, là, suivi à Toulouse. C'est un traitement qui est oral et donc qui évaluait différents types de dosages du médicament, essentiellement un contrôle de la tension qu'il fallait avoir. Et donc ça voilà, on attend les résultats. Donc pour les patients qui ont participé, je ne peux pas vous donner de résultats maintenant. Et finalement, et pour conclure, donc des nouvelles molécules, et on a quand même quelques résultats positifs sur des médicaments qui peuvent être associés aux antifibrosants qui existent déjà, qui peuvent apporter un élément additionnel, c'est-à-dire permettre de ralentir encore plus la maladie et son évolution qu'avec l'antifibrosant seul, par exemple. Des médicaments qu'on n'a pas encore sur le marché parce que les études de grande ampleur sont nécessaires avant que l'on puisse l'avoir à la pharmacie. Et donc, ce sont des études qui sont en cours. Certaines de ces études vont être disponibles sur Toulouse. C'est difficile de rentrer dans le cadre d'un protocole, c'est-à-dire que tous les gens qui ont une fibrose pulmonaire ne pourront pas rentrer dans le protocole parce qu'on nous demande de certaines limites d'âge. Il y a des caractéristiques d'ancienneté de la maladie, d'évolution de la maladie, de traitements qui sont pris ou pas pris par les patients, de capacité vitale limite, etc. Et donc, c'est vrai que nous, de toute façon, ça ne doit pas forcément, mais à chaque fois qu'on voit quelqu'un en consultation, à chaque fois on se pose la question, est-ce qu'il y a un protocole de traitement qu'on peut proposer? Voilà, c'est une question constante parce qu'il faut qu'on progresse, donc c'est notre préoccupation. Et donc, on essaie d'y penser à chaque consultation. Si jamais vous avez des questions, mais est-ce qu'il y a un protocole disponible pour moi, on pourra en parler, bien sûr. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est important. Et donc, pour finir, il y a des avancées qui sont positives, des essais qui sont certains négatifs, mais beaucoup d'avancées qui sont positives. Et donc, des éléments sur ces 2 dernières années qui sont plutôt encourageants parce qu'on était sur une période un petit peu creuse, hein, depuis le maintenanib, l'ofev et la perfluorine, l'esbriette.
c'est-à-dire depuis 2011, hein, finalement 2011, 2014, jusqu'en 2020, on n'était que sur des résultats négatifs. Et là, enfin, l'espoir revient un petit peu avec toutes ces études. Voilà, écoutez. La maladie, pourquoi elle peut être aussi différente d'un patient à l'autre? Pourquoi effectivement on a des patients qui ont cette maladie depuis plus de 10 ans et qui sont très stables, et d'autres patients qui en 2 ans on voit des exacerbations importantes. Voilà. Oui, est-ce qu'on a une idée du pourquoi? Alors l'idée du pourquoi, non, enfin, on a des idées, mais pour autant la démonstration et l'analyse et l'étude individuelle applicable, qui fait qu'aujourd'hui, on voit quelqu'un qui a une fibrose pulmonaire, on va pouvoir prédire avec précision le profil d'évolution. Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire. On sait qu'effectivement, selon le mode de rentrée dans la maladie et la sévérité à l'entrée de la maladie, bien sûr, si on part de là, c'est pas pareil que si on part là. Les comorbidités qui sont associées, on n'en a pas parlé, mais c'est sûr que dans l'évolution des fibroses pulmonaires, il y a aussi les autres maladies qui sont associées qui peuvent grever l'évolution. Il y a le lieu de vie, très certainement quand même, hein. Il y a sûrement des choses qui sont associées à l'environnement. Bon, ça, c'est très probablement aussi démontré. Et puis, bien sûr, il y a des problématiques individuelles, intrinsèques, génétiques, de prédisposition, où on sait, par exemple, on a certaines formes qui favorisent l'apparition d'une fibrose pulmonaire, comme MUC5B, j'en ai parlé brièvement, c'est très fréquent. Ça n'entraîne pas, ça n'a pas un impact très fort sur l'apparition d'une fibrose, mais quand elle est là, c'est plutôt sur un bon pronostic. Voilà. Donc ça favorise une fibrose, mais pas une forme forcément sévère. Voilà. Et donc il y a quand même des choses qui existent et qu'on peut retrouver. Mais c'est vrai que il y a beaucoup d'études qui ont été faites aussi pour essayer de savoir si quand on prélevait du sang, en étudiant des choses plus ou moins compliquées, est-ce qu'on pouvait déterminer comment la personne va évoluer plus tard, pour savoir s'il faut qu'on soit agressif ou pas dans le traitement. Et jusqu'à présent, il n'y a vraiment rien de vraiment fiable qui a été démontré, qu'on puisse faire une signature comme ça du profil d'évolution. Malade, le seul pouvoir qu'on a, c'est de jouer sur les facteurs extrinsèques. Et puis le cadre de vie, enfin l'hygiène alimentaire, le sport, etc. C'est ça, c'est ça. Okay. C'est fondamental. Ça paraît modeste comme impact, mais c'est un impact qui est réel. Le maintien de l'activité physique, bon, sevrage tabagique, j'en ai pas parlé, mais enfin, c'est partie des choses évidentes. Voilà, donc des petites choses, hein, on a parlé du fait de ne pas sortir quand il y avait trop de pollution, hein, mais c'est tout bête, ça, hein, mais c'est très important. Limiter le risque infectieux, porter le masque en public, etc., parce qu'on sait que les poussées de maladies sont aussi favorisées par les infections virales, hein. Donc voilà, tout ce qui est vaccination, tout ça, c'est essentiel, mais ça se résume à ça. Merci beaucoup. Okay. Autre question? Oui, Jacques-Joseph, bonjour docteur, et merci pour votre exposé passionnant. J'espère qu'on pourra le télécharger. Oui, je vous le remettrai. Bon. J'ai deux petites questions, l'une sur les mutations génétiques. Là. Dans le cas où on identifie une mutation génétique chez un patient, est-ce que ça a des conséquences pour le reste de la famille en termes de prévention, à part le contrôle du mode de vie? Donc voilà, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est sur les traitements. Si un traitement en phase 3 se révèle positif, est-ce qu'on envisagera à terme de remplacer l'antifibrosant actuel par le nouveau traitement, ou est-ce qu'il faudra toujours avoir la superposition des deux avec la superposition des effets secondaires qui y sont associés? Alors, très bien. Donc, sur la première question, génétique. Alors, certains d'entre vous vont se dire, tiens, mais moi, on n'a jamais cherché ma génétique. Donc déjà, on va chercher la génétique, s'il y a une cause génétique, uniquement si on a certains points d'appel qui nous disent, tiens, potentiellement, ça peut être génétique. Un début jeune dans la vie, par exemple. Le fait, bien sûr, qu'il y ait d'autres cas dans la famille de fibrose. C'est pour ça que c'est une question qui est fréquente. Est-ce qu'il y a d'autres cas dans la famille? Ça, on en parle souvent. Bref, un cortège, je veux dire, dans lequel je ne vais pas rentrer en détail, mais
aujourd'hui, on ne va pas dépister tout le monde, on dépiste que les patients pour qui on pense qu'il y a un risque qu'il y ait une mutation. Il y a deux situations. La situation, la première, c'est que la mutation est identifiée. Si la mutation est identifiée, c'est difficile pour la famille, mais ça facilite les choses quand même, en ce sens où il suffit d'aller chercher cette mutation chez les autres membres de la famille, c'est-à-dire frères, sœurs, enfants. Et s'ils sont porteurs, à ce moment-là, ça veut dire qu'ils sont un risque potentiel. Risque, hein, ce n'est pas une certitude, mais un risque potentiel de développer la maladie. Et donc, ils vont avoir une surveillance régulière. Et bien sûr, il faudra être assez à cheval sur la prévention, comme vous le disiez, des risques, parce qu'une mutation s'exprime dans un environnement particulier. Et donc, ça, c'est le premier point. Et donc, un suivi régulier, donc un dépistage de la famille. Si on a plusieurs cas dans la famille de fibrose, on a des patients, ils sont 4, voilà, 3 frères, une sœur, ils ont tous une fibrose, voilà, et aucune mutation identifiée. Aucune. Alors là c'est beaucoup plus difficile, parce qu'on ne peut pas aller dire, tiens, on va faire une prise de sang chez les enfants pour savoir exactement quelle est la cause. Et donc, dans ce cas-là, on donne des consignes de prévention de bon ton, on va dire, et passé 40 ans, parce que la fibrose avant 40 ans, même génétique, c'est rare, passé 40 ans, on fait un dépistage par scanner et examen du souffle, à répéter après sur une durée. Bon, tout ça est en cours, hein, parce que les mutations, la première mutation qu'on a identifiée chez un patient à tous, c'était en 2011-2012, donc ce n'est pas quelque chose qu'on connaît depuis non plus 30 ans. Hein. Donc ça, c'était pour la question génétique. Question difficile, je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent rebondir dessus, ou alors après peut-être, parce que c'est souvent un peu compliqué. La deuxième question, si on a une phase 3 qui est positive, et on s'en félicitera beaucoup déjà, parce que 2 médicaments seulement, c'est quand même juste. Hein. Et ensuite, sûrement qu'ils vont être proposés en association, parce que la plupart des patients qui rentrent dans les protocoles, très grande majorité, ont déjà un traitement antifibrosant, et donc les résultats sont disponibles pour des patients qui sont déjà sous antifibrosants et à qui on ajoute un autre traitement. Dans ces cas-là, ce qui se passe quand le traitement, s'il devait arriver sur le marché, il sera sûrement dit instauration du traitement seul ou en association avec un autre type de traitement. Voilà. Donc, ça sera sûrement comme ça. Et l'addition des effets indésirables, ben, ma foi, ça peut s'observer, hein, mais ce n'est pas forcément obligatoire. Hein. Combien de personnes prennent 5, 10 molécules et pour autant n'ont pas forcément une addition d'effets indésirables. Donc ça sera à voir. Ça sera à voir. Je voulais vous demander, dans la liste des comorbidités et des pathologies qu'on connaît tous, mais que vous avez réexposées tout à l'heure, il n'y a toujours pas le lien avec les MIS-C, les maladies inflammatoires chroniques intestinales. Or, pourtant, on commence à entendre parler de plus en plus de liens entre poumons et intestins. Où en est-on de ça? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième que j'avais à vous poser, c'était dans la corticothérapie, le traitement entre la cortisone et l'hydrocortisone. Voilà. Oui. Alors, donc, on a dit qui sont des causes de fibrose, comme par exemple la polyarthrite rhumatoïde cause une fibrose, peut causer une fibrose, parce qu'il y a une association connue avec une fréquence qui est élevée. Il y a des circonstances qui peuvent être un facteur de risque potentiel, mais de là à relier forcément les autres et à dire c'est une fibrose d'une MIS-C, par exemple, une MIS-C pour ceux qui sont autour des écrans, c'est les maladies inflammatoires de l'intestin. Donc on parle d'une maladie de l'intestin. Là aujourd'hui, honnêtement, on a régulièrement des patients qui ont des fibroses pulmonaires et un antécédent de maladie inflammatoire de l'intestin, qui soit actif ou pas actif, mais très souvent très ancien, avec l'utilisation parfois de médicaments qui eux-mêmes peuvent déclencher des pathologies interstitielles. Donc, des discussions très difficiles et des convictions souvent absentes vis-à-vis du déterminisme. Et donc, aujourd'hui, les maladies inflammatoires de l'intestin ne sont pas considérées comme une cause directe d'atteinte interstitielle, mais il y a une association qui pose question. Voilà.
Surtout que, si je ne me trompe pas, je crois que l'origine embryologique en fait, de l'intestin du poumon, c'est la même. Et donc, il doit y avoir quand même des choses en lien de façon probable. Mais en tout cas, Je ne connais pas on encore. ne peut pas dire qu'aujourd'hui, quand on a une fibrose pulmonaire en contexte de maladie d'intestin, traiter la maladie d'intestin, même si elle est calme, va aider à la fibrose. Ça aurait pu être une question. Ça aurait pu être une question. Ça veut dire, si on dit que c'est l'intestin qui touche le poumon, traitons l'intestin, qu'il soit symptomatique ou pas, et voyons ce que ça donne sur le poumon. Mais ça, aujourd'hui, on ne le fait pas parce qu'il n'y a pas d'informations suffisantes. Là, je parle des fibroses pulmonaires, parce qu'il y a des atteintes bronchiques aussi, c'est complètement différent. Mais je parle des fibroses pulmonaires. Sur la deuxième question, cortisone. La cortisone, deux cadres. Dans la fibrose pulmonaire idiopathique, on essaie de limiter son utilisation, qui a été trop importante dans les années précédentes, en ce sens où on essaie de ne pas mettre des doses trop élevées, trop longtemps. Et donc, on réserve la cortisone, Cortencil, par exemple, Solupré, tout ça, pour ne pas évoquer des noms, mais bon, à des situations généralement de tout, et parfois d'essoufflement. Et certains patients peuvent être sensibles à ça. Pour des fibroses pulmonaires d'autres origines, qui ne sont pas de la fibrose pulmonaire idiopathique, certains vont pouvoir être sensibles à de la cortisone qui va être efficace, qui va améliorer, qui ne va pas ralentir l'évolution, mais qui va améliorer les gens. Et donc là, on peut être amené à mettre des doses beaucoup plus élevées pour essayer d'obtenir un effet positif d'amélioration. Dernière situation, quand les patients s'aggravent sur la fibrose pulmonaire, quelle qu'elle soit, on peut tenter de mettre des fortes doses de cortisone, mais surtout on baisse si ce n'est pas efficace, parce que le cortisone peut avoir des effets indésirables. L'hydrocortisone, on le met en place, c'est un autre type de cortisone, c'est un cortisone plus naturel que l'on met en place lorsque finalement on voudrait stopper la corticothérapie, les corticoïdes, mais qu'on ne peut pas. Pourquoi ? Parce que la personne qui a reçu la cortisone a perdu la faculté de refabriquer sa propre cortisone. On appelle ça l'insuffisance des surrénales, parce que les surrénales, c'est donc les usines à fabriquer la cortisone. Donc l'hydrocortisone, on n'attend pas d'effet sur la toux, sur l'essoufflement. On est juste là pour pallier à un manque. Et s'il n'y a pas d'hydrocortisone chez les gens qui en manquent, alors là, il peut y avoir une très grande fatigue, une chute de tension, enfin, c'est parfois même être une urgence. Hein. Donc voilà. Donc hydrocortisone, cortisone, et utiliser la cortisone qu'on limite au maximum dans la fibrose pulmonaire idiopathique, qu'on limite toujours d'ailleurs, mais qu'on peut être amené à mettre plus longtemps et à plus grosse dose pour d'autres types de fibrose. Bonsoir, Dr. Fago. Bonsoir. En discutant avec d'autres patients atteints de fibrose, j'ai remarqué qu'il y a une période un peu particulière où je parle de celle où les personnes sont très essoufflées et elles le supportent. Et la question de l'oxygénothérapie n'a pas été abordée. Alors, vous nous avez parlé des critères, hein, mais je parle plus subjectivement de ce moment de la transition. Les patients ne sont pas forcément informés de l'importance de rester oxygéné à l'effort, par exemple, ou du bien que ça peut leur faire. Voilà, c'était une discussion là-dessus. Oui. Donc, c'est la question de l'oxygène est toujours difficile. Peu de gens sont ravis quand on parle de mettre en place de l'oxygène. C'est vraiment un moment un petit peu difficile. Et le choix du moment est pas évident. Il y a des gens qui vont être essoufflés et dont il ne faut attendre aucune efficacité de l'oxygénothérapie parce qu'il n'y a pas forcément un parallèle entre l'essoufflement et la désaturation. On a des gens qui sont essoufflés et qui n'ont aucune désaturation. Donc, il n'y a pas forcément un parallèle. Il y a nécessairement un lien potentiel. Donc, il y a certains patients à qui on ne doit pas forcément proposer l'oxygène parce que la désaturation n'est pas suffisamment significative pour que l'on pense que c'est elle qui génère l'essoufflement. Après, si on a quelqu'un qui est essoufflé et qui a un manque en oxygène, on a quand même un besoin, et ça c'est une problématique, hein, on a quand même un besoin de respecter certains critères. Parce que l'on est contraint par des problèmes de... Ce qui fait que la prise en charge de l'oxygénothérapie
en contexte d'insuffisance respiratoire, en particulier de fibrose, c'est uniquement lorsqu'il y a une désaturation en dessous de mémoire 88% au test de marche de 6 minutes, donc au test, et avec une amélioration observée lorsqu'on ajoute l'oxygène. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit des gens qui ne désaturent plus de la même façon sous oxygène et ou qui décrivent un essoufflement moins important sous oxygène. Et pour ce qui est de l'oxygène, non pas à la marche, à l'effort, mais au repos, là, ce sont des critères gazométriques au repos, où il faut qu'on ait une pression en oxygène dans le sang qui soit en dessous d'une certaine valeur. La normale, on va dire qu'on doit être entre 80 mm de mercure en pression. Et pourtant, l'oxygène est indiqué qu'en dessous de 55 ou 60. Donc, il y a toute une zone grise où on manque de l'oxygène au repos et où il n'y a pas de prise en charge sécu parce qu'on est dans cette zone, parce que l'intérêt de l'oxygène sur la qualité de vie et sur l'espérance de vie a été démontré dans les études, c'est toujours pareil, pour des valeurs d'oxygène qui sont celles que je viens de vous donner, que ce soit à l'effort, que ce soit au repos. Mais probablement qu'il n'y a jamais eu aucune étude qui a été faite pour des seuils plus élevés. Voilà. Donc, de temps en temps, lorsqu'on est un peu limite, on prescrit quand même l'oxygène, mais c'est vrai que je pense qu'il y a des patients qui doivent avoir un petit manque en oxygène, plus ou moins important, ou qui désaturent un petit peu à la marche, avec qui on n'aborde pas la question de l'oxygénothérapie pour différentes questions, dont en particulier le problème de ces critères. Voilà. Après, ça c'est un message toujours important, hein, les consultations ont un temps limité d'une vingtaine de minutes à chaque fois, et souvent les patients viennent avec leurs objectifs et nous avec les nôtres, hein, on essaie de les faire se rassembler, mais c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à poser la question, et donc si nous on n'évoque pas l'oxygénothérapie, il faut que les gens nous disent mais est-ce que vous pensez que l'oxygénothérapie peut m'être utile? Et ça, dans ce cas-là, on prendra les 2-3 minutes complémentaires qu'il faut pour en discuter, quoi. Je disais que c'était un sujet extrêmement délicat, tendu, très tendu, on le comprend. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà de 65 ans, l'efficacité de la greffe est moins bonne. C'est-à-dire qu'il y a plus de complications et une espérance de vie avec un greffon qui est moins bonne. Voilà, ça c'est quelque chose qui est incontournable. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la transplantation est une solution, mais c'est très compliqué, c'est très difficile. Et donc, lorsqu'il y a des complications, la qualité de vie peut être difficile aussi. Et ça, c'est quelque chose que parfois les gens n'entendent pas forcément, c'est qu'ils ont un certain âge. Mais leur qualité de vie, si on transplante à 69 ans quelqu'un qui a beaucoup d'autres problématiques associées, ça peut être une qualité de vie, un service rendu qui ne sera pas présent. Il y a des patients qui sont transplantés au-delà de 65 ans, avec, en France en tout cas, exceptionnellement au-dessus de 67, 68. Ce sont des situations on va dire, où un âge physiologique est beaucoup plus bas, aucune comorbidité, il n'y a pas de maladie cardiaque, pas d'autres maladies à côté, quasiment pas de médicaments, une fonction rénale parfaite, parce qu'on sait que plus la créatinine monte, plus le pronostic de la greffe va être mauvais. Donc, il y a tout ce genre de choses qui est à mettre en place. Et donc, dans les dernières recommandations, il y a marqué que, bon, jamais au-dessus de 70 ans, ça c'est sûr, et qu'au-dessus de 65 ans, c'est exceptionnel pour des patients très sélectionnés. Voilà. Très bien, merci. Merci beaucoup. Je profite de l'occasion, en guise de conclusion, à vous inviter à aller voir l'excellent film Plus que jamais, qui est sur nos écrans actuellement et qui met la FPI à l'honneur. Bon, c'est une jeune femme, elle a 30-35 ans, et dans un milieu parisien, mais ça reprend un certain nombre de choses qui ont été en discussion aujourd'hui, tant sur l'annonce de la maladie, sur l'aidant, comment il accompagne la chose, sur la transplantation que la personne refuse. Et je ne vous livrerai pas la fin, bien sûr, du film. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un film très émouvant, un beau film d'amour. Le dernier film de Gaspard Ulliel, c'est un peu la tragédie de cette affaire, c'est que la principale victime, c'est lui dans cette affaire, puisqu'en tant qu'acteur, on ne le verra plus. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup, Monsieur Prévost, d'avoir consacré du temps
à nos malades et aux membres de la FPF. Cette conférence sera évidemment mise sur écran. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Merci beaucoup. Merci de votre présence. Merci à vous. Merci pour votre présence. Au revoir. Au revoir. Merci encore à tout le monde. Au revoir. Merci. Moi, je voudrais remercier spécialement le docteur Prévost qui m'a beaucoup aidé lorsque j'ai créé l'association. C'est sur ses conseils. J'ai beaucoup appris avec lui pendant le traitement pour mon mari qui était malade, qui était suivi donc chez vous. Et merci encore de tout ce que vous avez fait pour que je puisse démarrer cette association qui, vous voyez, a pris beaucoup bien grandi. Et puis voilà. Félicitations, vous avez bien mené la fin. J'ai bien mené. Maintenant, je suis un peu à l'extérieur maintenant.